Il est l'heure de donner la parole aux femmes, au parcours professionnel et personnel atypique, dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine jusqu'à 19h sur Expérience Radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission Une femme, un parcours de ce soir. Ce soir, je reçois Emmanuelle Mignaton, qui est présidente de l'association Amavea. Donc Emmanuelle, je te connais un petit peu, nous avons déjà échangé toutes les deux, mais nos auditrices et nos auditeurs ne te connaissent pas du tout. Donc je vais d'abord te laisser te présenter et ensuite, j'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus sur tout ton parcours, s'il te plaît. Alors oui, je suis Emmanuelle, 58 ans bientôt, cette année, 58 ans déjà, le temps passe. Oui, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde, c'est ça. Donc, je suis née en Normandie et je suis revenue sur mes terres normandes il y a une petite dizaine d'années. Après avoir travaillé sur Paris, Vernon, Poitiers, et être revenue à Caen, donc il y a une petite dizaine d'années. C'est vraiment l'association a son siège ici parce que c'est vraiment chez moi ici. Je me sens chez moi ici, ça fait partie de moi maintenant et c'est quelque chose d'important pour moi d'être revenue ici. D'accord, donc tu habites actuellement à Caen, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Donc tu es revenue aux sources. C'est ça. Ça fait du bien de revenir aux sources, hein? Oui, oui. La vie parisienne n'était pas faite pour moi du tout. Et j'imagine. J'imagine. Tu as encore de la famille sur Caen ou comment ça se passe? Alors oui, ma famille, mes frères sont toujours restés ici, sont toujours restés en Normandie, sont jamais partis. C'est vrai que c'est une terre qu'on aime bien, nous, ici. On n'est pas trop pour des terres trop chaudes. Donc, tu as des frères. Tu en as combien? J'ai 2 frères. 2 frères, plus grands, plus petits? 2 fils. 2 frères plus jeunes que moi et 2 fils. Donc, tu es l'aîné? Je suis l'aînée, voilà. Tu es l'aîné, d'accord. Comment tu as vécu ça, le fait d'être la fille aînée? Il y a 2 garçons derrière. Comment ça s'est passé? Alors, ils sont plus jeunes que moi. Ils ont le premier à 6 ans de moins, le deuxième 12 ans de moins. Donc, moi, j'ai vécu ça comme une pré-expérience, être maman après, en fait. Je me suis toujours sentie, quelque part, une petite maman pour mes petits frères. C'est mignon, ça. Oui. D'accord. Tu aidais aussi ta maman aussi à les élever ou pas du tout? Ah oui, c'était une période. Ma mère a eu un parcours de vie très très particulier. Elle a eu 3 enfants de 3 pères différents. D'accord. Et elle les a élevés toutes seules. Et donc c'est vrai que j'étais une aide, quoi. Donc une seconde maman, on va dire, quelque part. Oui, j'imagine. Elle travaillait, ta maman? Elle travaillait, oui. Elle était institutrice. D'accord, donc ouais, j'imagine qu'elle devait être contente de t'avoir à ses côtés, c'est sûr. C'est sûr. Comment ça s'est passé au niveau de la scolarité? J'ai été ce qu'on appelait une bonne élève. J'aimais bien l'école. Ah ouais? Bah oui, avec une maman institutrice. Oui, c'est vrai, c'était ça. Il y avait juste quelque chose que j'aimais pas, c'était tout ce qui était sportif. Je sais pas, j'ai jamais été très sportive. Et mais sinon le reste, j'aimais bien l'école. D'accord. Tu étais plus littéraire, maths? Les deux. C'est une particularité qu'on a avec mes frères, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire on était bons en sciences, en maths, mais on aimait bien lire aussi. Bravo. C'est rare d'être les deux. C'est soit on est littéraire, soit on est matheux, mais c'est vraiment rare d'être les deux quand même. On a tous fait des études de maths après. Enfin, j'ai un frère qui est prof de physique-chimie. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. Et donc, ça a vraiment été quelque chose pour nous qui était, je sais pas, pour moi, ça me paraît naturel, quoi. Après, j'avais des copines, effectivement, qui n'étaient pas bonnes en maths du tout, qui étaient, qu'on fait des études plus de philo,
physio, de psycho, voilà. Mais et moi, par contre, ce qui a été difficile, en fait, c'est que après le bac, j'avais pas trop envie de faire une fac de maths. Pourquoi tu as J'avais plutôt envie de me tourner vers le littéraire. C'est ma mère qui m'a obligée à dire non, 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 t'es bonne en maths, tu feras des maths. Et alors, est-ce que tu as été quand même contente de faire des maths? Oui, j'adorais ça aussi. Oui, Ah, oui, tout à fait. Oui, oui. d'accord, d'accord, Et, d'accord. mais je me suis arrêtée à la licence. À l'époque, il y avait un DUG. On faisait un DUG. Oui, tout à Dedans. fait. Oui, Oui, oui. je me souviens. Oui, le Et dog. après, donc, on avait une licence qui se faisait en un an. Donc, après, à cette époque-là, moi, j'ai rencontré le futur papa de mon premier fils et je n'avais pas envie de rester à la fac. J'avais envie d'avoir un enfant, de faire ma vie, etc. Donc, en fait, je me suis arrêtée. Ouais, J'ai passé des concours. ouais. Et j'ai passé le concours de la Poste à l'époque, contrôleur à la Poste. Donc, voilà, on est partis à Paris, bosser tous les deux. Mon mari bossait sur Paris aussi. Tu avais quel âge là, à ce moment-là? Pardon? Tu avais quel âge à ce moment-là? 24 ans. Quand j'ai eu mon premier fils, j'avais 24 ans. 24 ans, tu avais. D'accord, 24 ans, tu es parti de la Normandie, Oui, direction Paris, oui. avec l'homme de ta vie. Voilà. Oh, c'est beau ça! Mais il fallait que je sois amoureuse pour partir pour Paris. Hein, parce que C'est franchement, clair. ouais. Donc, c'était comme ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, tu t'étais installée sur Paris avec ton compagnon, qui est donc le futur papa de ton enfant. Vous étiez où sur Paris exactement? Et dans le 12e, Dans le 12e. rue du Gommier. D'accord. Voilà. Bon, c'était sympa, mais c'était petit, c'était Paris, quoi. Ouais. Ouais, j'imagine à cette époque-là, c'était peut-être moins compliqué de se loger qu'aujourd'hui. Comment? Oh, c'était pareil, moi, je trouve. Enfin, peut-être après, moi, j'ai quitté Paris, je suis restée 10 ans, hein, entre 88 et 98. Donc, bon, après, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, donc possiblement, mais oui, on n'était pas dans une situation top, quoi. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais... Et à Paris, donc, tu as été prise à la poste, mais tu faisais quoi à la poste du coup? J'étais au service financier de la Poste. J'étais, ouais, ça j'aimais bien. Ça avait un rapport avec les maths, enfin, Oui, bien sûr. Oui. le compter, etc. Enfin voilà, des choses assez strictes, on va dire. Moi j'aime bien les choses un petit peu cadrées. Voilà, après je sais pas les maths évidemment du tout comme on faisait à la fac bien sûr, mais j'aimais bien. D'accord. Et là, tu es resté combien de temps à la poste là? Donc, je suis restée 4 ans parce qu'après, donc j'ai rencontré à la Poste un jeune homme qui avait passé le concours de la Banque de France et qui m'a dit mais toi qui es bonne en maths, tu devrais passer ce concours aussi, tu l'aurais facilement. Alors je me suis dit bon bah si c'est pour gagner un peu plus de sous, pourquoi pas. C'est ça. Et voilà. Et j'ai donc passé le concours de la Banque de France. Qui était plus dur que celui de la Poste, mais je l'ai eu. Et donc, je suis rentrée à la Poste, à la Banque de France, pardon. Mon premier fils avait 4 ans. Ah oui, bah dis donc, bravo. Il était dur Ouais, quand même pas mal. Hein. On avait été, on était 150 reçus. Il y avait eu près de 3000 personnes qui s'étaient présentées quand même. 3000. Je pense que les concours maintenant, c'est un petit peu pareil. Hein, quand il y en a encore, parce qu'à la Banque de France, je pense qu'il n'y en a plus de concours maintenant. Et ben non, ils sont embauchés comment alors du coup par connaissance ou... Contractuel. Ah d'accord. Ok. Ouais. Donc c'est des sortes de CDD en fait. C'est D'accord. pas avec un statut assigné fonctionnaire comme j'avais moi. D'accord. D'accord. Et donc là, tu as été embauché à la Banque de France. De Paris. T'avais quel âge là? Tu avais 28 ans, non? 28. Ouais, tu avais 28 ans, c'est ça? Donc tu avais 28 ans avec le petit, c'est ça? Oui. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu peux me raconter là à la Banque de France? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi un petit peu ton job là-bas.
Alors, mon job là-bas, je suis arrivée dans un service qui s'appelait la balance des paiements. D'accord. Pas super enthousiaste par le travail qui était fait. C'était beaucoup des chiffres, certes, mais dont des tableaux où il fallait additionner des choses moi, ça me convenait pas. Enfin, c'était pas un travail passionnant. Donc, j'ai demandé à changer. Et je suis partie faire un travail beaucoup plus intéressant à la direction des études des affaires internationales. D'accord. Et après, je suis allée, donc là où c'était vraiment une petite cellule, où on était à 4, et où là, par contre, ce que j'avais appris en maths m'a beaucoup servi. Ah bah j'imagine, tu parles. Donc ça, c'était super intéressant. Et puis après, j'ai eu mon deuxième enfant. Donc j'ai perdu en fait ma place que j'avais parce que il fallait qu'il reforme quelqu'un si tu veux. Donc en fait je pouvais pas garder ma place pendant mon congé maternité. Enfin je pouvais pas la retrouver à la fin de mon congé de maternité. Je pense que beaucoup de femmes se retrouveront là-dedans où quand on a des enfants on perd quand même beaucoup quoi. Bah oui, j'imagine. Parfois on gagne l'enfant qui est là mais on perd des choses à côté. Bah oui, bah c'est-à-dire que oui, bah c'est quand même une contrainte, hein. Oui. C'est une contrainte. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, avoir 2 enfants, c'était pas du tout pareil qu'en avoir un. C'est quoi la différence? Et c'est pas, on aurait tendance à croire que le boulot est multiplié par 2, vu qu'ils sont 2. En fait, il y a une gestion quand même des 2 enfants qui est plus compliquée. L'un qui est à l'école, à la crèche, par exemple. Je me suis trouvée un peu dépassée, surtout qu'après. Après mon congé maternité, donc en fait, j'ai été à la commission bancaire, ce qui s'appelait la commission bancaire à l'époque, où vous avez un travail quand même qu'il fallait fournir, qui était assez ardu. Et avec un enfant petit, moi, j'aimais pas trop rentrer le soir tard, par exemple. C'était un peu compliqué. Donc surtout en fait, sur Paris, hein. Surtout sur Paris, hein. Rentrer tard sur Paris. Ouais. À cette époque-là, j'ai donc décidé que fallait qu'on puisse rentrer en province. On cherche des postes en province. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire. On a réussi avec mon mari à faire, c'est à partir, à retrouver du travail en province. Mais donc on est parti en Normandie à cette époque-là, mais on est parti à Vernon, pas à Caen. Il n'y avait pas de poste à Caen. D'accord, donc vous êtes parti sur Vernon, c'est ça? Vernon, alors c'est dans l'Eure, je ne sais pas si tu connais où c'est. Ouais. Je connais très très bien, Vernon. C'est super sympa, super chouette. Très sympa. D'ailleurs, on va faire une petite pause musicale pour voir ce qui va se passer à Vernon après cette petite pause musicale. Expérience Radio, It's and Gold, non-stop. www.expérienceradio.fr. Yo soy loco cuando lo muevo así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueves, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy regreso breve, eso es de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí.
loco cuando lo muevas así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueves así, duro encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Ay, yo chinquile mame, chimbala, Zion y Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC. Y esto pa' que lo baile Puerto Rico, RD y el mundo entero. Revoilà ensemble donc ce soir sur notre émission Une femme, un parcours. Après cette petite pause musicale, nous retrouvons toujours Emmanuelle Mignaton qui est présidente de l'association Amavea, et donc nous nous étions arrêtés à Vernon. Qu'est-ce qui s'est passé à Vernon, Emmanuelle? Alors, à Vernon, j'étais très bien. Et puis, malheureusement, la succursale de la Banque de France a fermé en 2005. Donc, il a fallu que le personnel migre sous d'autres cieux. Et donc, mon mari voulant partir travailler à Poitiers parce que ses parents étaient creusois, donc c'était ce qu'on avait trouvé le plus proche de la Creuse. Oui. Donc, je suis partie travailler 7 ans à Poitiers. À Poitiers, c'est déjà une ville trop chaude pour moi. Ça n'allait pas. Oui, puis Poitiers ouais, par rapport à tout ce que tu connais, ça devait être compliqué. Remarque, c'est quand même mieux que Paris. Voilà, c'était mieux que Paris déjà. Hein, faut se contenter de ce qu'on a parfois. Voilà, hein, c'est quand même mieux que Paris. Et là, tu faisais quoi exactement? La raconte un petit peu. Alors là, Poitiers, c'était pas un boulot sensationnel. Hein. Poitiers. Ah oui, alors j'ai oublié de dire qu'à Vernon, je travaillais au service des entreprises, ce qu'on appelle service des entreprises, analyse économique, etc., qui était un travail qui me plaisait énormément. La Banque de France a un service qui cote on appelle ça coter les entreprises, c'est leur mettre des notes pour que les banquiers puissent, pour dire simplement, pour que les banquiers puissent savoir de façon rapide si l'entreprise qu'ils ont en face d'eux ou qui les contactent est fiable. Voilà, ça comme ça. Donc ça, c'était un travail qui me plaisait énormément parce qu'il y avait le côté matheux, analyse de données, etc. Et le côté relationnel, on allait voir les directeurs financiers, les dirigeants d'entreprise, tout ça. Ça, c'était vraiment très, très sympa, j'aimais beaucoup. Donc c'est vrai que quitter Vernon a été un crève-cœur, mais bon, c'est comme ça. Et donc à Poitiers, j'ai pas retrouvé ce poste-là. J'ai retrouvé un poste où en fait je remplaçais les gens qui étaient en congé, maladie, maternité, etc. Donc en fait j'étais sur des postes différents, qui étaient souvent des postes très répétitifs, et je me suis pas plu, quoi. Ah, t'as tenu quand même 7 ans, hein? Oui, j'ai tenu 7 ans. Et où là j'ai dit bon, il faut qu'on reparte à Caen, il faut qu'on trouve un moyen de repartir à Caen. On va quand même faire un certain forcing, il faut qu'on reparte à Caen. Et à Caen, en plus, je savais qu'il y avait mon ancien travail que j'avais, des postes de mon ancien travail que je faisais à Vernon qui étaient disponibles sur Caen. Donc, je me suis battue pour revenir à Caen. Et tu as réussi? Oui, j'ai réussi, oui. Donc, je suis restée à Poitiers 7 ans. 7 ans, 8 ans. Et donc, je suis revenue à Caen il y a 8 ans. D'accord. Et là, pour faire quoi? Faire le même métier que je faisais à Vernon. À Vernon. Voilà. Ah, c'est chouette, là, tu avais Caen. J'étais super contente. Oh, tu m'étonnes. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, on m'a découvert les méningomes qu'en 2017. Mais en fait, ils ont déjà créé certains dégâts plusieurs années avant.
On En t'a fait, découvert des ménagiomes en 2017. C'est quoi ça, des ménagiomes? Raconte un peu. les méningiome, ce sont des tumeurs cérébrales qui se développent sur les méninges. D'accord. Et c'est dû à quoi? Alors, elles peuvent se développer aussi sur la colonne vertébrale, mais le plus souvent, c'est dans la boîte crânienne. Mais comment on t'a découvert ça? Comme ça, là? Alors, c'est toute une histoire. Bah, raconte, parce que là, Donc, en fait, je suis revenue à Caen. Donc, dans ma Normandie, j'étais super contente. J'étais vraiment bien. Bon, je n'avais pas trouvé encore la maison qui me correspondait au début, mais j'étais quand même bien. Bon. Et puis, j'avais de plus en plus souvent des maux de tête et des sortes d'absences. C'est-à-dire que de temps en temps, j'avais des gens en face de moi, je sentais que j'avais comme une coupure qui se faisait, mais tu vois, sur un temps très, très court. Une sorte de micro-coupure, quoi. J'étais là sans être vraiment là. Et je disais aux gens, quand ça m'arrivait, pardon, et que j'avais des gens face à moi, je leur disais, t'as vu, il s'est passé un truc bizarre là? Et les gens me disaient, mais non, il s'est rien passé. Alors que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, tu vois. d'accord. Et plus les maux de tête, qui étaient quand même de plus en plus pénibles à vivre. Mais quand on est une femme, qu'on travaille, qu'on a des enfants, même s'ils étaient grands les miens, à ce moment-là, ils étaient grands. On te dit toujours, ah bah oui, mais c'est parce que vous êtes stressé, vous êtes fatigué, donc vous avez mal à la tête, vous faites des céphalées de tension, tout ça, quoi. Et donc, j'ai traîné ça pendant des années et je me sentais de plus en plus, comment te dire, intellectuellement, dans le travail que je faisais, ralenti. Tu vois, c'est exactement ça le mot, c'est d'être ralenti. Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis ralenti comme ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire mon travail aussi bien que ce que je faisais avant? Et évidemment, quand tu ne sais pas d'où ça vient, tu te rends responsable toi-même. Tu te Bah oui. dis, alors c'est parce que je suis, je sais pas, dépressive. Enfin bon, dans ma famille, on a quelques personnes qui sont dépressives. Donc on se dit, bah, ça doit être ça. Quand tu es ralenti, que tu te sens pas bien, que tu dors pas bien, que tu as mal à la tête, dépression. Bah oui, oui, tu te poses plein de questions, tu te dis, voilà, je sais pas, est-ce que je dois prendre un peu plus de vitamines pour être plus réactif dans la journée? Est-ce que, tiens, un petit peu de magnésium, un peu de vitamine C, ça ira mieux? Enfin bon, on essaye ce genre de truc, j'imagine, hein, je sais pas, mais Exactement. Et j'ai même été faire tu sais, des analyses de sang poussées pour savoir si j'avais pas la maladie de Lyme, dont on parlait beaucoup. ah oui, avec des tiques. C'est ça. Et où j'avais trouvé sur Caen un médecin qui était spécialiste de ça, et je me disais peut-être que ça peut être ça. Donc j'avais fait des prises de sang poussées, alors avec un résultat mitigé, parce que oui, ça peut peut-être être ça, mais non, c'est peut-être pas ça. Donc on me donnait des médicaments qui n'étaient pas remboursés, qui coûtaient une blinde, et qui, pour soi-disant que j'aille mieux, j'allais pas vraiment mieux. Et ça faisait rien. Et ça ne fait rien. Non, ça ne faisait rien du tout. Et donc, en fait, comme mon travail, j'aurais vraiment pu à le faire, j'ai été mise en congé maladie pour dépression. Tu vois, c'était ça, pour dépression. Et quand le congé maladie est arrivé à la fin, à un moment, on m'a dit, bah, soit vous repartez travailler à temps plein, soit vous êtes en invalidité. Donc, j'ai parlé à mon médecin traitant de l'époque en me disant, ben, moi, je ne me vois pas repartir travailler à temps plein, mais je ne me vois pas être en invalidité non plus, quoi. Alors, il m'a dit, oui, mais là, on a un choix restreint, quoi. C'est soit on repart travailler à temps plein, soit, donc, ça a été l'invalidité. Donc ça, c'est un coût quand même. Enfin, un coût financier, bien sûr, un coût psychologique. Bah, oui, parce que on a bossé toute sa vie, qu'on a fait en sorte quand même que les choses se passent bien, qu'on élève des enfants
bien, qu'on gagne sa vie bien, et qu'au bout du compte, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, eh ben, c'est fini. Et là, tu dois te dire, attends, tout ça pour un mal de tête. Et en plus, attends, c'est hallucinant. Tout ça pour un mal de tête et que je travaille un petit peu au ralenti, on me met invalidité. Ouais. Tu dois te dire, waouh. Ah Qu'est-ce bah oui, qui se là, passe, je me quoi? suis dit, j'ai l'étiquette dépressive sur moi, tu vois, et je vais être dépressive pour le reste de ma vie. Avec en plus le sentiment que, tu vois, c'est quelque chose en soi qui est des fois pas facile à expliquer. C'est-à-dire que je sentais que j'allais vers une pente descendante, mais sans comprendre vraiment pourquoi. Parce que moi, je n'avais pas l'impression, par rapport aux personnes de ma famille qui sont dépressives et que je connais, d'être comme elles. Donc je me disais, il y a peut-être plusieurs sortes de dépression. Bon. C'est quand même une situation qui n'est pas unique, pardon. Parce que dans les femmes qui contactent l'association avec lesquelles j'ai discuté souvent, en fait, le parcours que j'ai vécu, il y en a beaucoup qui l'ont vécu aussi. Et c'est ça qui est absolument terrible, c'est de se dire qu'en fait, si les médecins étaient plus informés des signes possibles que les tumeurs cérébrales peuvent faire, peut-être qu'ils mettraient moins de monde en dépression, qui chercheraient plus, si ce n'est pas un problème cérébral, mais physique, tu vois, de faire passer une IRM pour savoir s'il n'y a pas quelque chose dans la tête qui ne va pas bien. Bien sûr. Donc moi, il a fallu que j'attende août 2017. J'avais été mise en invalidité en avril 2017, tu vois, août 2017, pour que ma main droite se paralyse totalement. Je Oh pouvais là plus là. tirer, pour que l'IRM se passe enfin. D'accord. Donc, quelque chose de voilà. Je m'étais plainte de plein de choses, donc les maux de tête évidemment, ma jambe droite qui me portait de temps en temps pas trop. Et donc le médecin m'avait dit oh, bah, ça c'est un problème de poids, faites du sport et ça va aller mieux après. À part que je me disais quand même un problème de poids, je veux bien, mais il faudrait que ce soit les deux jambes qui ne marchent pas. J'en ai qu'une qui pose problème. Bon. Je lui disais aussi que parfois, quand je parlais, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de mal à former les mots. Et il me disait, mais non, moi je vous comprends très bien, tout se passe bien. Hein. Tout était mis sur. Et par contre, quand je lui ai dit que ma main droite, ça m'est arrivé en fait un dimanche matin, je me réveille et ma main droite, impossible de serrer la tasse, tu vois, la tasse. Je ne pouvais pas la serrer. Ma main ne marchait plus. Mais sans aucune douleur. Hein. Oh là Et là. donc, je prends rendez-vous chez le médecin le lendemain et il ne me croyait pas en fait. Il me disait, mais serrez-moi la main plus fort. Mais je ne peux pas serrer, je vous dis qu'elle ne marche plus ma main. Mais c'est quoi ce médecin là il pratique encore ce médecin ou quoi? Oui. C'est aberrant. Aberrant. Aberrant, ouais. Il ne devrait pas, hein. C'est un incompétent, hein. Franchement. Un incompétent. Donc, il m'a fait passer l'IRM cérébral en urgence, Mhm. relative urgence, tu vois, parce que donc ça c'était le lundi. J'ai passé l'IRM cérébral le vendredi. Et le vendredi, je m'en souviendrai toujours, donc le matin, je passe l'IRM cérébral. Le radiologue me dit je ne peux pas vous donner les clichés, je les envoie à votre médecin généraliste, ok. Et il me dit, mais par contre, il faut prendre rendez-vous avec un neurochirurgien très très vite, hein, parce que ce que vous avez vous avez des douleurs dans la tête, ça me paraît tout à fait normal vu tout ce que vous avez. Mais j'avais rien vu moi, je savais pas ce que c'était. Le midi, mon plus jeune fils partait aux États-Unis, donc je l'emmène à la gare. Je me revois à la gare encore. Hein. Je revois partir mon fils à la gare de Caen. Non. Et je me dis, vu ce que m'a dit le radiologue le matin, si ça se trouve, je ne reverrai jamais mon fils. Ah, tu avais déjà un pressentiment, là. Oui. Hmm. Et ça, c'est quelque chose de très
C'est des choses qui marquent, quoi. Oui, j'imagine. Bon, et après, donc, il me téléphonait pour me demander ce que j'avais, ce que le médecin avait dit. Donc, je disais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je voulais pas lui gâcher les 15 jours qu'il avait là-bas, quoi. Ouais. Ouais, bah oui, 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 bien sûr. Donc, tu as pris sur toi, quoi. Voilà, de pas être Oui, seule, voilà. c'est difficile. Ben, comme beaucoup de mamans font, je pense. Hein. Ouais. Oui, 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 bah oui, c'est naturel. C'est Mm. naturel, bien sûr. Bien sûr. Donc, je vais voir mon médecin traitant le lundi suivant. J'avais pas les clichés. Lui, il avait récupéré les clichés. Il étale les clichés sur son bureau. Il avait un grand bureau. Je vois les clichés. Je vois le truc énorme. Enfin, je vois qu'il y en a un qui est absolument énorme, quoi. Une grosse tache blanche, immense. Et la chose que je me suis dit, c'est que c'est compliqué. Je me suis dit vraiment, le médecin tremblait. J'ai jamais vu ça avant. Le médecin tremblait, il y avait ses mains qui tremblaient, les mains qui. Et je lui ai dit bon, alors le radiologue m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un neurochirurgien. Donc on prend rendez-vous, vous prenez rendez-vous, on fait comment? Il me dit il faut pas prendre rendez-vous à Caen. Avec ça, à Caen, ils vont pas faire des choses terribles. Il faut prendre rendez-vous à Paris dans un service spécialisé. C'est lui qui a appelé le rendez-vous, en fait. Ah, sympa. Ça va plus vite dans ce sens, comme ça. Oui. Ouais, c'est ça, c'est sympa. Très, comment te dire, très affecté. Et je pense qu'il était, il s'est remémorisé tout ce que je lui avais dit depuis des années, quand même. Parce que moi, en plus, j'ai un agenda sur lequel je note tout ce qui dans ma vie se passe, qui est important. Et dans cet agenda, je l'ai retrouvé après, hein, j'avais noté tous les symptômes que je trouvais trop bizarres. Et à chaque fois, pour être sûr que j'allais le dire au médecin quand j'avais le prochain rendez-vous, j'avais tout noté, en fait. J'avais noté tout ce qui me paraissait. Et je me suis dit, il se remet. Lui, il est sur son ordinateur, il a dû avoir tout ce que je lui avais dit aussi. Évidemment, il a le résumé, bien sûr. Il a tout ton passé, tout ton background, bien sûr. Oh, il a dû avoir les boules. Même plus que ça. Oui. Donc voilà, me voilà repartie sur Paris. Oh, Paris, non. Je veux pas aller à Paris, mais là, j'ai pas le choix. Voilà, c'est ça. Paris, non, non. Donc, me voilà repartie à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Repartie à Paris, l'hôpital Sainte-Anne, que je ne connaissais pas. Je pensais que c'était un hôpital où il n'y avait que de la psychiatrie, et pas du tout. En fait, il y a de la neurochirurgie aussi. Donc, mon plus grand fils, qui est attaché de recherche clinique, m'a dit il faut que tu prennes aussi un avis dans un autre hôpital. Donc, je dis attends, on va d'abord voir le rendez-vous, ce que ça donne dans cet hôpital-là. Je n'ai pas en plus envie d'attendre des mois. Oui. En plus, tu avais déjà assez attendu comme ça. Hein. Tu avais oui. pas mal d'années déjà. Oui. Donc, bon. Et donc, j'ai rencontré le neurochirurgien au mois de septembre. Je ne sais plus exactement la date. Et j'ai été opérée le 13 octobre. En fait, comme je ne pouvais plus écrire, parce que la main droite étant bloquée, ne marchant plus, je ne pouvais plus écrire, donc je suis allée avec une amie au rendez-vous avec le neurochirurgien. Ouais. Pour qu'elle note tout ce qu'il disait. Et puis, quand à la fin, le neurochirurgien a dit bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait est-ce que vous voulez réfléchir encore ou pas Moi, je me disais, pas la peine de réfléchir, ça ne peut pas s'arranger tout seul. Ça ne peut pas s'arranger tout seul. Donc, à part que les symptômes se multiplient encore plus, je ne vois pas comment ça peut s'arranger tout seul. Donc, il m'a dit, bon, alors, on pose la date de l'opération, mais je m'en souviendrai toujours parce qu'il m'a dit, il faut venir, hein, il faut venir, il ne faut pas me dire, il faut pas me dire 2 ou 3 jours avant que, en fait, non.
Donc, mais parce que peut-être que comme je lui ai dit, quand il m'a dit, en fait, j'étais encore dans une sorte de déni quelque part. Ah ouais. Parce que j'avais un peu cherché sur Internet et j'avais vu que certaines tumeurs pouvaient être traitées par radiothérapie. Moi, bêtement, je m'étais dit, je vais dire au neurochirurgien, peut-être que la radiothérapie, ça va être possible. Non, c'était trop gros, c'était pas possible. Et je lui ai dit, oui, mais moi, je ne me vois pas faire ouvrir le crâne du tout. Non, non, je ne me vois pas du tout faire ça. Et il m'a dit, oui, mais je suis désolée, je ne sais pas comment faire autrement. Hein. Donc, franchement, j'avais l'ami qui était là, qui m'a recadré aussi un peu. Parce que c'était, tu vois, j'ai été opérée dans ma vie de pas mal de trucs. J'ai la thyroïde qui a été enlevée, la vésicule biliaire qui a été enlevée, j'ai eu des césariennes pour mes 2 garçons, j'ai eu 2 opérations de l'endométriose et je ne me voyais pas me faire opérer du crâne. Pas Pour ça. moi, faire opérer du crâne, je n'allais pas m'en remettre après. C'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur, voilà. Ça fait peur. Hein. C'est quand même la machine. Hein. Tout à fait. Et puis j'avais eu une amie proche de mon premier fils qui avait été opérée à 24 ans d'une tumeur au cerveau. Et moi, j'avais vu ce que ça donnait après, dans quel état elle était après. Et qu'elle a eu beaucoup de mal à remonter la pente, alors qu'elle avait 24 ans. Donc moi, je me suis dit, à 50 et quelques, ça va être difficile hein, de remonter la pente. Et malgré ça, tu as accepté de te faire opérer, hein, malgré le fait de ta peur. Ouais. Et parce que mon premier fils m'a dit il faut que tu y ailles, maman, tu n'as pas le choix. Il faut que tu y ailles, il n'y a aucun choix, il n'y a pas d'autre choix. Et je ne me voyais pas bêtement, enfin, en tant que maman, dire bah, je vais aller à l'encontre de ce que mes enfants veulent pour moi. Et puis en plus, j'étais tellement perdue que je me suis dit que, à la limite, mes enfants ils étaient plus amènes de savoir ce qui était bien pour moi que moi. Quoi. Oui, parce que là, tu étais quand même complètement tu étais sous le choc, je pense. Tu devais être sous le choc, là. Donc, j'ai été opérée en octobre 2017. Je me suis réveillée aphasique et paralysée du côté droit. Donc ça, c'était vraiment un truc super aussi. Ça veut dire que je ne pouvais plus communiquer, plus parler aux gens, puis écrire. Donc, quand j'avais besoin de quelque chose, je faisais comment? Je prenais mon téléphone portable avec la main gauche et j'essayais tant d'écrire les mots. Du jour au lendemain, enfin, tu t'es réveillée et tu t'es retrouvée comme ça? Alors, le neurochirurgien m'avait prévenu que ça pouvait être des séquelles provisoires le plus souvent, définitifs heureusement plus rarement, mais que vu comment la tumeur était grosse et où elle était placée, il était possible que ça soit une des conséquences de l'opération. Donc, moi, oui, j'ai eu ces conséquences-là. Donc, le séjour à l'hôpital n'a pas été top. Mais bon. Tu es restée combien de temps à l'hôpital, là? 2 semaines. Après, il voulait que je sorte dans une maison de repos, enfin, dans l'instance spécialisée, où tu sais, les personnes qui sont un peu handicapées par une opération peuvent être pris en charge. Oui, une sorte de rééducation, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Pour le rééduquer. Ouais. Et en fait, moi, j'ai pas voulu parce que je dormais déjà tellement mal à l'hôpital à cause du bruit, etc. Moi, je suis assez sensible au bruit, hein, que je me suis dit, avec le neurochirurgien, on s'est mis d'accord que je préférais rentrer chez moi, mais par contre, aller en hôpital 2 jours pour faire de la rééducation. Bon, ça, c'est pareil, c'est tout un bins parce qu'il faut trouver l'hôpital 2 jours qui va t'accueillir. Et oui, puis chez toi, alors si tout tes droits étaient paralysés, tu avais des escaliers chez toi? Comment tu faisais? Non, heureusement, je suis en maison. J'ai 3-4 marches pour monter, pour passer de mon extérieur chez moi, mais c'était correct, quoi.
Ah, par contre, je ne pouvais pas monter à l'étage. J'ai pas pu monter à l'étage pendant peut-être 6 mois. Le temps que je récupère ma jambe, j'ai récupéré vite. Hein. Ma main, j'ai récupéré vite aussi. Ce que j'ai récupéré moins vite, c'est la parole. La parole, ça a été super long, super compliqué, super douloureux. Et j'ai pas l'impression d'avoir de parler comme je parlais avant. D'accord. Après, quand j'en parle à mes fils, comme ils veulent pas me faire du chagrin, on va dire ça comme ça. Donc ils me disent bah, si, maman, c'est très bien, hein, tu parles comme avant, on te comprend bien, tout ça, mais non. Bon, je sais que non. Moi, je Et sais que là, tu vois, ça va faire plus de 4 ans. Donc je sais que ça s'améliore de jour en jour. Parce que je travaille toujours. Parce que je travaille avec une orthophoniste toujours. Et que j'essaie de, moi, avoir une sensation que je suis comme avant. Même si ça, tu vois, c'est aussi un piège qu'on a, mais qu'on a toutes, hein, de se dire je veux me retrouver comme avant. Je veux que d'avoir subi tout ça, d'accord, mais je veux me retrouver comme j'étais avant. Et heureusement, j'ai eu un neurochirurgien qui m'a dit assez vite vous ne serez plus jamais comme vous étiez avant. Faut pas penser que vous allez retrouver comme vous étiez avant. C'est pas possible et ça va vous rendre malheureuse de penser que vous pourrez le faire. Par contre, ce qui est important, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est mieux que ce que vous étiez hier. Donc, de voir les progrès que vous faites, de voir que ça va mieux, de voir que vous pouvez avoir une vie tout à fait correcte, il y a ça qui compte. Et d'être en vie. Bien sûr, d'être en vie aussi. Parce Mais que d'être en vie, tu sais, d'être en vie avec des séquelles qui te paraissent trop lourds à porter, c'est compliqué aussi. Et puis, tu vois, par exemple, ce mot-là que je supporte pas, faire le deuil de ce qu'on était avant. On ne peut pas faire le deuil de ce qu'on était avant. Je pense que le neurochirurgien avait justement la bonne approche. C'est-à-dire d'avoir conscience que les choses sont différentes de ce qu'elles étaient avant. Enfin, moi, c'est même pas avant d'avoir été opérée, hein. C'est bien avant, tu vois, avant que la tumeur fasse des dégâts, etc. Hein, tu vois, donc je sais même pas. Moi, je compte, tu vois, j'ai été opérée en 2017. Moi, de ce que j'ai, de toutes mes notes que j'ai prises, que je vois à partir de quel moment ça a commencé à être pas bon pour moi, on dira, c'est 2011, tu vois. 2011. Je considère 6 ans avant. 6 ans, tu te rends compte? 6 ans. 6 ans sans que ton médecin il bouge. Ah oui, mais au début, les premiers symptômes, ils étaient quand même très, très légers, je dirais. Bon, Tu vois, alors, je te dis, ouais, après, si on voit vraiment les symptômes parlants, on va dire 2 ans avant. Moi, 2011, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver, parce que je l'ai mis dans les notes hein, que je faisais, je fais beaucoup de notes, moi, tu vois, je note beaucoup de choses. Je ne fais pas vraiment un carnet intime, mais je note pas mal de choses. Où je commençais à sentir que j'étais ralentie. C'est plus ça, tu vois, le fait d'être ralenti. Et est-ce que après t'être fait opérer et pendant ta période de rééducation, est-ce que tu as revu ce médecin généraliste? Oui, je l'ai revu. Oui. Mais je l'ai revu 2 mois après. Enfin, je l'ai revu 2 mois après. Mais quand j'ai senti que, en fait, la relation elle pouvait pas s'améliorer, quoi. Elle pouvait pas être, comment je veux dire. J'avais trop de colère par rapport à lui. Eh oui. Et donc j'en ai changé. J'en ai changé très vite. Au mois de décembre, j'ai changé de médecin. Est-ce que tu as pu ou est-ce que tu as eu l'occasion de vider ton sac auprès de ce médecin? Oui. Très bien. Bon, je suis quelqu'un qui dans la vie, dit quand même relativement les choses, quoi. C'est bien. J'essaie de pas les dire avec de l'agressivité, même si des fois j'ai une grosse colère. Mais je pense que c'est bien que les gens contre qui j'ai certains griefs entendent les griefs que j'ai contre eux et puissent y répondre aussi. Parce que moi, ça peut possiblement ils ont des choses à dire que je n'avais pas forcément perçues, tu vois.
pas une histoire c'est pas une histoire qui se défende vraiment, mais c'est plus une histoire que malgré que la relation soit devenue un petit peu pourrie quand même, il y a possiblement des choses à entendre de part et d'autre. Est-ce que tu as entendu de lui? Comment tu l'as vécu? Alors j'ai entendu ce qu'il m'a dit par rapport à son, comment on va dire, par rapport à sa profession, par rapport au fait que les médecins ne sont pas tout puissants, qu'ils font des erreurs, etc. Ça, j'ai entendu. Par contre, j'attendais des excuses. C'est ce que j'allais te dire. Non, mais je n'en ai pas eu. Bah, ça, c'est aberrant. Au moins, je suis enfin, ouais. Au moins, je suis désolée. Enfin, c'est un minimum, quoi. Oui, c'est ça, comme tu dis, c'est soit je suis désolée, soit d'avoir des explications qui me conviennent plus. Mais je sais qu'à l'époque, j'avais oublié tout ça. On en reparle aujourd'hui, tu vois, mais franchement, c'est quelque chose que j'avais oublié. Mais je sais qu'à l'époque, oui, j'attendais à ce qu'ils disent, comme tu dis, je suis vraiment désolée de ce qui vous est arrivé. Mais ça, non, je l'ai pas dit. Ouais, c'est le minimum, ça. C'est le minimum syndical, comme on dit. Je suis désolée ou je m'excuse ou enfin avoir de la compassion, quoi. Dire oh là là, enfin, tu vois, c'est au moins le minimum, quoi. Et si tu es, ouais, ouais, je suis choquée. Enfin, des comme ça, il y en a, hein, mais ils devraient être rayés. Ils devraient plus exercer les gens quand même. J'ai fait un courrier auprès du Conseil de l'Orne. Très bien. Pour expliquer, voilà. Mais j'ai dit que je voulais pas porter plainte, que c'est pas mon but, quoi. Ouais, mais ça n'a pas donné suite. Non. Bah voilà. Ouais. Non, mais moi Mais j'ai entendu ce qu'il disait, c'est-à-dire enfin, j'ai entendu ce qu'il disait du fait qu'un médecin n'est pas tout puissant, il peut passer à côté de certaines choses. J'entends bien. Mais tout ça, je peux entendre tout ça, toutes les explications, si tu veux, sur le fait qu'on en soit arrivé à cette situation-là. Mais comme tu le dis, pour moi, a été oublié le fait qu'il était désolé et qu'il s'excuse. Ouais. Moi, dans mon travail, tout le temps, quand j'ai fait des bêtises, quand j'ai pas fait les choses de façon cadrée, je me suis excusée. Bien sûr, on peut faire des erreurs. L'erreur est humaine, hein, c'est ce qu'on dit. Hein, voilà, il y a une expression qui est telle. Mais quand on fait des erreurs, bah, il faut savoir les reconnaître. C'est ça. C'est le minimum. Après, pour l'histoire de la colère, comme on a parlé là, j'étais en colère par rapport à ce médecin traitant. Mais une autre colère est arrivée après. C'est quand j'ai demandé au neurochirurgien qui m'avait dit, et que c'était passé un peu en dehors de mon radar au mois de septembre 2017, que les tumeurs que j'avais étaient dues à des médicaments que j'avais pris. Donc là, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux au mois d'avril 2018, donc une consultation post-opératoire, j'avais plusieurs questions qui étaient mises sur une feuille parce que j'avais du mal à parler à cette époque-là, donc je préférais en fait écrire. Et donc j'avais passé la feuille au neurochirurgien en face, donc il répondait à mes questions, il lisait les questions, il faisait les réponses derrière. Et donc j'avais une question qui disait à combien de pourcentage pensez-vous que les tumeurs que j'ai sont dues au traitement que j'ai pris pour l'endométriose, pour ou contre, enfin pour gérer la douleur de l'endométriose. Il m'a regardé, il m'a dit 100%. Mais comment que ça se fait que ce médicament continue à y... Donc là, j'ai une colère. Là, en moi est montée une colère en me disant, mais c'est pas possible. Mais personne ne m'a informé avant. Personne ne m'a rien dit avant. Ces médicaments m'ont été donnés par 3 professeurs de gynécologie, dont un parisien qui est très très connu, dont je tairai le nom pour l'instant. Et personne ne m'a rien dit.
Je me suis dit, mais il se passe quoi là? Non, mais là, il y a un souci. Hein. Et donc, ça, c'était en avril 2018. J'ai contacté des journaux que je lisais, j'ai envoyé des mails. C'est quoi le nom du médicament? Tu peux nous le donner? Alors, Androcure, qui était C'est celui important pour les gens qui nous écoutent. Hein. Androcure, Luthéran et Luténine. Ce sont les 3 médicaments dont le risque de méningiome a été démontré. Depuis Androcure, l'étude est sortie à l'été 2018. Donc tu vois comme ça a coïncidé en fait. Et pour les 2 autres médicaments, l'étude est sortie, je ne sais plus, c'était l'année dernière, 2021. Oh là là, les dégâts que ça a dû faire. Donc à cette époque-là, donc avril de 2018, pour revenir à avril 2018, donc j'ai contacté plusieurs journaux, l'Obs, Le Monde, Libé, des journaux que je lisais, voilà. Ouais, je crois que c'est les 3 que j'avais contactés, les 3 mails que j'avais faits. J'avais téléphoné au courrier des lecteurs, machin, tout ça, enfin des numéros, tu sais, qui sont sur les sites internet. Et je n'ai jamais eu aucune réponse. Par contre, j'ai commencé à faire un peu du bazar auprès des amis que je connaissais, qui étaient un peu journalistes, médecins, etc. Et là, il y a une femme qui avait écrit un livre sur l'endométriose, sur son parcours, qui est venue chez moi en avril 2018. Je ne parlais pas bien encore. Hein. C'était pas top pour me comprendre. Hein. Et donc ça, je lui en suis très, très reconnaissante d'avoir pris en compte quelque chose dont tout le monde semblait se fiche totalement. C'est effrayant. Quel laboratoire est à l'origine de ces médicaments-là? Alors, Androcure, c'est Bayer. Luthéran, c'est Sanofi. Et Luténine, c'est un laboratoire moins connu qui est Theramex. Ils sont attaqués ou quoi? Il se passe quoi là en ce moment? En ce moment, oui, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, dont la mienne, qui les met en cause, bien sûr. Puisque Bayer, enfin après c'est Bayer qui est le plus connu dans son discours officiel, on va dire. Parce que c'est celui dont le médicament Androcure a été reconnu responsable de méningiome en 2018, été 2018. Donc Bayer, la défense qu'il a, c'est que ça a été mis sur la notice en 2011. Donc sur la notice, ça a été mis en 2011. De rares cas de méningiome ont été rapportés. Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'avais ce médicament depuis 2003 ou 2004, donc je ne relisais pas la notice. Et même j'aurais lu la notice, je me serais dit, rare, ça ne va pas tomber sur moi. Je ne gagne pas au loto, je ne gagne rien, ça ne tombe pas sur moi. Méningiome, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi un méningiome? Oui, puis rare, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Voilà. Rare, hein, ça... Et toutes les femmes qui sont dans l'association qui sont concernées, il n'y en a aucune qui a lu la notice. Alors, attends, la notice, c'est important que la notice existe. Bien sûr que c'est important que ce soit marqué dessus. Mais il faut que les bonnes infos soient marquées dessus. Et c'est en ça que le travail de l'association et de ma part, qui est fait avec l'agence du médicament, la NSM, et de donner une information juste et pas une information light, une information juste sur ces méningiomes. Oui, parce que là, c'est vraiment une information approximative, hein, rare. Et sur le Luthéran et le Luténie, il n'y avait pas, à ma connaissance, c'était pas mis sur la notice. Donc là, actuellement, parce que là, on va pas tarder à arriver à la fin de notre émission, mais moi, je voudrais savoir où tu en es en ce moment. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes, grâce à ton association, à les attaquer? Vous en êtes où? Alors, oui, on est plusieurs personnes. Je pense qu'il y a largement plus de 100 personnes maintenant qui ont lancé des procédures judiciaires.
Je pense que c'est important que soient reconnues les responsabilités des uns et des autres. Et ça, il n'y a que les procédures judiciaires qui pourront mettre ça à jour. C'est-à-dire la responsabilité du ou des laboratoires, la responsabilité de l'agence du médicament, possiblement, hein. J'attends de voir, je ne sais pas. Là, je dis, je veux savoir qui est responsable de quoi. Et pourquoi on en arrive au fait que quelque chose qui a été connu plus ou moins, mais quand même un petit peu connu, des neurochirurgiens, de certains gynécologues, etc. Pourquoi l'information a mis autant de temps à arriver à nous, patientes, à nous, les femmes? Pourquoi, alors que beaucoup de neurochirurgiens me disaient, moi, tout ça, c'est que c'était connu depuis très longtemps, c'était connu depuis les années 2000 au moins. Ah, des années 2000, ça fait quand même 20 ans. Comment ça se fait qu'il a fallu qu'on attende 20 ans pour que... alors, moi, je sais que pourquoi il a fallu qu'on attende 20 ans, parce que les études ont été longues à être faites, etc. Que les effets secondaires indésirables graves en France, ça marche mal, ce qu'on appelle la pharmacovigilance, marche très mal et que les médecins ne le remplissent pas forcément. Et puis le médecin traitant, mon médecin traitant par exemple, vous voyez, qui était lui ou un autre, enfin mon médecin traitant plus particulièrement, qui était pas forcément, qui savait pas forcément ce qu'une tumeur cérébrale pouvait réellement donner, enfin qui était pas à fond sur les tumeurs cérébrales, on va dire. Si j'ai eu ma tumeur cérébrale il y a 15 ans, et qu'au début où je prenais ces fameux traitements, il n'aurait jamais fait une déclaration de pharmacovigilance pour dire, tiens, j'ai une patiente qui a développé une tumeur cérébrale, peut-être possiblement c'est le médicament qui en est responsable. Ben non, il ne faut pas. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc moi, les procédures judiciaires pour moi, elles sont importantes dans le sens où vont être mis à jour les responsabilités des uns et des autres. Donc, laboratoire, agence de sécurité du médicament et les médecins qui ont prescrit. Les médecins qui ont prescrit, beaucoup hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Là, on ne peut pas en parler parce que ça va être, on va en avoir pour 1 heure si on va expliquer ce que c'est qu'une AMM, etc. Mais qui ont prescrit pour des indications qui n'étaient pas les bonnes. Par exemple, je vais t'expliquer un truc tout simple, l'Androcur, c'est un médicament qui doit être donné chez la femme pour l'hirsutisme sévère. Moi, je ne connais pas l'hirsutisme sévère. On me l'a donné pour l'endométriose. Et en plus, le gynéco m'a dit, quand j'ai vu que c'était un médicament que je n'avais jamais eu avant, je lui ai dit, mais c'est quoi ça court? Il m'a dit, mais vous irez très bien avec ça. C'est quelque chose qui est resté en tête. Vous irez très bien avec ça. Donc, effectivement, j'ai eu le bénéfice du médicament, du fait que j'avais plus des saignements, que l'endométriose était maîtrisée. Mais je n'avais pas connaissance des effets secondaires graves. Et est-ce que là maintenant vous attaquez, toi et plusieurs personnes, est-ce que vous avez le soutien des chaînes télé? Comment ça se passe avec les médias? Voilà. Avec les médias, c'est très particulier. Je connaissais pas trop, pas du tout même. J'étais jamais. Bon, et en fait, il y a eu beaucoup de bruit. Donc, quand la première étude est sortie, Androcur, à l'automne 2018, moi j'ai fait une interview au magazine de la santé en septembre ou octobre 2018. Et après, j'ai eu quelques interviews papier. En 2019, j'en ai quand même eu pas mal. Quand l'association a été créée, on a eu quand même pas mal de papier. On a eu Mediapart, on a eu 20 minutes, on a eu, tu vois, des journaux quand même assez... Très bien, Mediapart, ouais. Ouais. Bah, la grande enquête, l'enquête en fait la plus fouillée qui a été faite, c'est Mediapart qui a fait cette enquête-là. Bravo les gars. Ils ont cherché à savoir si, pour l'Androcur, c'était passé la même chose que pour le Mediator avec Servier, c'est-à-dire si le laboratoire avait incité les visiteurs médicaux incité les médecins, pardon. Si des visiteurs médicaux avaient incité les médecins à prescrire en dehors des indications légales, on va dire.
Et non, je ne pense pas non plus, moi. Après, je pense qu'il n'y a aucun visiteur médical qui a dit au gynécologue français que possiblement il pouvait les prescrire pour tout et n'importe quoi. Parce que, attends, ces molécules quand même très puissantes, il y a des femmes qui l'ont eu pour de la contraception. Non. Et c'était même pas pour guérir une maladie. Moi, pour l'endométriose, encore, on peut dire que c'est une maladie. Ce médicament m'a aidé à maîtriser la maladie que j'avais. Il y a des femmes qui ont eu le Luthéran et le luténine pour de la contraception. Non, mais attends, c'est un truc de C'est une aberration totale. un truc de dingue. Oui. Il y a des femmes qui ont eu ces médicaments depuis des années, qui ont été opérées il y a 10 ans, qui ont été réopérées, parce que le médicament n'a pas été arrêté, bien sûr, hein, qui ont été réopérées 3 ans après, et qui ont été. Il y a plusieurs femmes, 3 dans mon souvenir, enfin 3 que je connais, qui ont été opérées 3 fois. Non, mais c'est un truc, je me dis, être prêt 3 fois, comment se fait-il que l'information ne passe pas mieux? Et là, les médicaments, ils sont toujours en vente? Alors, les médicaments sont toujours en vente. Les médicaments ne sont pas interdits, puisque les interdits, alors que c'est un effet indésirable grave, mais rare, une personne sur 1000 environ. Mmh. Donc, comme j'ai dit aux journalistes encore il y a peu de temps, dans une interview pour un journal du sud de la France, ce médicament est utile pour 999 femmes sur 1000. Enfin, en théorie, il peut être utile pour les 1000. Mais il y en a une qui va développer un effet indésirable grave. Ça serait dommage de priver du bénéfice de ce médicament les 999 autres. Mais il faut que ce médicament soit donné en toute sécurité. Ouais. D'où le fait qu'on a travaillé avec l'Agence de sécurité du médicament pour faire en sorte que ces médicaments ne peuvent pas être pris sans que la femme signe un document d'information qui l'informe que ce médicament peut donner des méningioses. Et une IRM cérébrale doit être prescrite par le médecin régulièrement. Ah, c'est Ça top. permet de prendre ces médicaments en toute tranquillité, je pourrais dire. Après, il faut que le médecin et la patiente rediscutent du risque. Les médecins ne mentent pas sur le risque, d'où l'intérêt que ces documents d'information soient faits avec l'agence du médicament et les patientes pour que le but, ce n'est pas d'affoler les femmes, c'est de leur dire le médicament vous est indispensable, c'est bien, le médicament existe heureusement pour vous, mais il faut que vous le preniez avec le maximum de sécurité. C'est ça. Ouais. Un médicament a toujours des effets indésirables. Paraît-il. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacologue, je ne sais pas. Voilà. Mmh. Donc, il faut le plus possible, quand le risque est connu, qu'on essaie de le maîtriser. Après, si des médicaments étaient interdits, ça serait compliqué parce que les médecins iraient, de ce qu'on m'a dit et ce que j'ai pu comprendre, vers des médicaments qui ont des effets indésirables plus fréquents et aussi graves. Donc, ce n'est pas le but. Bon, j'espère en tous les cas, Emmanuel, que dans nos auditrices qui nous écoutent, j'espère que bon, si ces personnes prennent ces médicaments-là, j'espère qu'elles vont venir te contacter et qu'ils vont contacter ton association. Si on voudrait te contacter, comment on peut te contacter, Emmanuel? Alors, l'association a un site, association Amavea, M-A-M-A-V-E-A, donc amavea.org, un site. Et donc, sur le site, il y a des différents contacts possibles, mail, téléphone, et puis sur les réseaux sociaux. On est très active sur Facebook, par exemple, un peu moins sur les autres réseaux, mais Facebook, on a un groupe de plus de 2500 personnes. D'accord. Un groupe très aidant, avec des informations qu'on alimente toutes les semaines. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, je dis aux auditrices, hein, si elle se reconnaît au travers ton témoignage, n'hésitez pas à contacter Emmanuel au travers le site internet Amavea. Et je pense qu'Emmanuel serait ravi de vous aider dans votre problématique. En tous les cas, Emmanuel, merci pour ce témoignage. Merci pour cette ouverture
d'informations que l'on n'a pas forcément. Voilà. Donc, c'est un beau témoignage. Merci pour ce temps. Merci pour ce partage. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés ce soir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Excellente fin de soirée. Au revoir. Merci Sandrine. Merci beaucoup.